Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live. On était encore avec, on a pris un tout petit peu de retard. On était encore avec ensemble avec GG là et on refaisait encore le point sur les équilibrages. Voilà, aujourd'hui, on va parler du poids des boules et des caractéristiques des noyaux. Et puis, bien entendu, des équilibrages. Donc un sujet très technique et très passionnant. Donc on vous a préparé un PowerPoint ensemble. On a mis un petit peu de temps, mais et puis on va le faire en deux parties. Donc on vous a préparé une trentaine de slides ce soir. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça. J'avais mis un petit post sur la page Facebook formation FFBSQ et donc j'avais posé une question notamment par rapport au CG. Merci pour vos réflexions. Après qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, le but c'est pas d'avoir raison, d'avoir tort. Le but c'est de partager. Je vais ouvrir la porte à mon ami GG. Salut GG. Et il m'a sorti du placard. Merci. Bonjour à tout le monde. Ça va GG? Content d'être avec vous. Voilà, encore aujourd'hui une thématique, là, les équilibrages. Ça va être Ouais, c'est passionnant et des fois passionné même. Et j'espère qu'on va arriver à éclairer un peu de vieilles croyances concernant le CG, entre autres. entre autres. Entre autres. Voilà, déjà beaucoup de monde avec nous, on est déjà une petite cinquantaine, ça fait plaisir. Merci pour votre fidélité. Et dans ce contexte, ça fait toujours plaisir de se revoir. Donc, comme d'habitude, il y a Philippe qui est là, José, Eric, Jean-Louis, Calou, Yves Keller, salut Yves, Nadine, Alain qui est là. Mireille également, avec qui on a eu un petit échange cet après-midi concernant les perçages. Donc, je lui ai dit, participe à ce live. Tu vas voir, même si c'est compliqué, tu vas apprendre des choses. Salut Claude, prêt pour la séance de rééquilibrage qui nous dit, voilà, bah écoute, je te propose cette partie, on va commencer par le poids de boule. Donc on reste toujours dans l'arsenal et le poids de boule et les caractéristiques des noyaux. Donc là, GG va nous en toucher deux mots, et puis après, on va attaquer la partie dure, si je peux dire, des équilibrages. Voilà. Donc, je vais lancer la présentation. Voilà. Et donc, à l'introduction, en fait, le poids de la boule, bon, en termes de réglementation sur les généralités, donc on a les boules qui vont de 6 livres à 16 livres. Je vous rappelle qu'une livre, ça fait 450 grammes. Donc voilà, donc on divise par deux grosso modo pour avoir le poids en kilos. Un petit conseil pour les débutants ou ceux qui jouent en loisir, notamment sur le choix de la boule de leur atelier. Donc on choisit, le mieux c'est déjà d'aller plus à la recherche du confort pour être efficace. Donc on va s'occuper de la positionnement du pouce pour bien avoir une bonne tenue de la boule. Et puis après on va essayer de modifier un peu le poids. Alors on a souvent tendance à prendre du plus léger pour pouvoir balancer une boule forte dans les quilles. Bon, l'idée c'est de prendre un poids un tout petit peu plus élevé pour avoir un meilleur impact. Et puis lors d'un achat d'une première boule, demander l'avis de l'opérateur du Pro Shop, s'il y a un Pro Shop bien entendu dans l'établissement. C'est quand même lui qui est expert et puis qui va pouvoir vous conseiller sur le choix de boule à faire. Et le conseil qu'on pourrait donner, c'est si vous jouez avec une boule à atelier de 10 livres, 12 livres, 13 livres, alors à partir de 13 livres, on conseille d'augmenter le poids de 2 livres par rapport à la boule de râtelier, sauf un problème physique, bien entendu, particulier. Donc, en général, ce qu'on peut dire pour ceux qui jouent avec des boules de râtelier, c'est ce qui est très important, c'est de mettre le pouce, que le pouce puisse rentrer complètement dans la boule. C'est le pouce qui tient la boule. Donc, choisissez par rapport à la taille du pouce. Après, le poids, malheureusement, on ne choisit pas par rapport au poids. Et effectivement,
Ce que je vois la plupart du temps, c'est que les gens, quand ils jouent avec une 12 livres, on peut leur percer facilement une 14, voire une 15, hein, suivant la corpulence de la personne. Alors, l'influence qu'il va avoir le poids de la boule dans les quilles, alors est-ce qu'on choisit une 13, une 14, une 15 ou une 16? C'est déjà la vitesse à laquelle on va la lancer. C'est-à-dire entre une 13 livres et une 16 livres, on va peut-être pas forcément la lancer à une vitesse égale. Aussi le nombre de rotations. On va peut-être plus facilement mettre de rotation et c'est pratiquement sûr avec une boule de 13, 14 livres, une boule légère plutôt qu'avec une 15 ou une 16 livres. Et ça peut aussi avoir un impact sur la technique gestuelle. Et ça, on le voit souvent dans l'open où ils vont prendre des boules râtelier très légères pour pouvoir la lancer forte, mais seulement assez souvent dans la rigole parce que elle a un impact sur cette technique gestuelle où on va avoir on veut tellement mettre de force qu'on va avoir des problèmes de régularité sur la précision parce qu'on va énormément bouger le haut du corps et d'augmenter un peu le poids de boule peut réguler en fait cette technique gestuelle, cette orientation et donc la précision sur la piste. Plus la boule va être légère et plus la vitesse et la rotation vont facilement augmenter. Et donc, ce qui est important, et Gégé, si tu peux nous en parler, en fait, Ouais. par rapport à l'énergie cinétique, là, la formule que vous voyez à droite, l'énergie cinétique admise de la masse Et, avec la vitesse au carré. Et ce qui est le plus important, tu nous dis, c'est la vitesse. parce qu'elle est au carré. Donc, Ouais. ce qui intervient le plus, c'est la vitesse. Donc, si on fait des essais, si vous lancez une boule de 14 livres beaucoup plus vite qu'une boule de 15 livres ou de 16 livres, vous aurez un impact dans les quilles qui peut même être supérieur. Mais c'est un problème de vitesse. Donc, physiquement, avec la même force, si vous lancez une 13 livres, une 14, une 15 ou une 16, c'est la 13 livres qui ira le plus vite, qui aura le plus de rotation, et c'est la 16 livres qui ira le moins vite et qui aura le moins de rotation. Ouais. Et alors, on va voir tout de suite quel est l'impact des caractéristiques du noyau en fonction du poids. Parce que les caractéristiques, on va le voir après sur les slides, que les caractéristiques des noyaux vont changer en fonction du poids de la boule. Que ce soit une 13 livres, une 14 livres, une 15 ou une 16, les RG changent et les différentiels changent. Et donc là, le choix peut être stratégique. Et là, on a une grande pensée à notre amie Henriette Soleil, qui toujours. joue, qui joue avec. Je l'ai pas encore vu arriver. Il y a un petit message bien sympathique d'Olivier, voilà, qui nous fait un petit coucou. C'est un plaisir de vous entendre. Merci à vous, gardez le contact en attendant des jours meilleurs. C'est vrai qu'en cette période, ça fait toujours du bien de se retrouver. Et donc, Henriette, je ne sais pas si elle est là, mais effectivement, les noyaux entre les 13 comparés à 14, 15 ou 16 sont différents et vont être peut-être plus limités sur les valeurs du RG du différentiel. En tout cas, ça va changer. Et ce qui fait que malheureusement, les boules de 13 livres n'auront pas les mêmes propriétés dynamiques que les 14, 15 ou 16 livres. Voilà. Et donc, le questionnement d'Henriette par rapport au fait que enfin, elle joue avec un arsenal de 13 livres et qu'elle laisse beaucoup la quille 10, ça peut être un facteur qui vient effectivement par rapport à ça. Ça a un impact aussi sur l'angle d'attaque et généralement, les boules qui sont plus légères à vitesse égale vont avoir besoin d'un angle d'attaque qui va être plus important parce qu'elles vont être déviées, si je dis pas de bêtises, hein, GG, tu me reprends si je dis des bêtises, hein, parce qu'elles vont être déviées plus facilement dans les quilles plutôt qu'une 15 ou 16 livres. OK. Et donc, ce qu'on peut conseiller à ceux qui jouent avec des boules plus légères, c'est d'avoir un angle d'attaque un petit peu plus important et surtout que la boule, elle arrive un petit peu plus pleine, hein, pour compenser la déflexion. Ouais. Donc les C'est-à-dire boules en... plutôt 18e latte plutôt que 17 ou 16. Ouais. Le strike parfait, enfin théorique, c'est 17,5.
et non plus 17 comme on pouvait dire avant. Non, c'est sur la latte 17. Donc, c'était pas faux ce qu'ils disaient avant, mais ils avaient oublié de préciser que, en fait, c'est le centre de la boule sur la latte 17, donc ça correspond à 17 et demi, quoi. Et donc, par rapport à la vitesse et par rapport à la formule de l'énergie cinétique, là, la boule de 14 livres peut avoir un meilleur impact dans les quilles que Ah, la boule de 16 livres, parce que si- là, c'est une question de vitesse, en fait. voilà. Si elle va beaucoup plus vite que la 15 livres, oui, elle peut avoir un impact supérieur à la 15 livres. C'est un problème de vitesse. Ouais. Alors, quelques exemples maintenant avec des boules. Il y en a plein. Après, vous pourrez vous amuser à faire ces comparaisons et puis à comparer. On vous a mis des couleurs. Donc, si on prend la Zénith Brunswick, là, la première boule, donc vous voyez en 16 livres, 15 livres, 14 livres, 13 livres jusqu'à 12 livres. Ben, vous voyez qu'avec les couleurs, donc on a mis en rouge les RG bas, les différentiels bas, en vert les RG moyens, différentiels moyens, et en orange les RG hauts, les RG élevés, et les différentiels élevés. Et ben, on peut s'apercevoir si on va prendre une 15 livres par exemple, qu'on a un RG bas et un différentiel bas pour la 15 livres et que ça change radicalement sur la 13 livres où on va tomber sur un RGO. Donc on passe d'un RG bas à un RGO et un différentiel qui change également. Donc vous comprenez bien qu'à vitesse égale et qu'à rotation égale, bah, l'impact, en tout cas la réaction de la boule sur la piste va être différente. Bon, sauf qu'on s'est encore trompé, là, le différentiel de la 15 et de la 14, il est élevé, donc il devrait être en orange. Ok, bon, on changera. Mais l'idée, c'est de vous montrer que ces valeurs changent en fait en fonction du poids, donc 16 livres, 15 livres, 14 livres, 13 livres et 12 livres, et donc ça va avoir un impact différent. L'idée, c'est que quand vous achetez une 13 livres, bah, la réaction de la boule va être différente d'une 14 livres ou d'une 15 livres. C'est pour ça qu'on conseillait à Henriette d'essayer de modifier ses poids de boule pour augmenter sa scorabilité. Alors après, il faudra voir avec elle la possibilité, parce qu'après, ça a des ça a des incidences, si vous voulez, sur la gestuelle technique, ça peut avoir des incidences sur le lâcher, ça peut avoir des incidences sur la vitesse, et puis après, physiquement aussi, est-ce que on peut ou pas. Donc après, quand on voit la photo du dessous, si on prend la Black Widow, donc il y a des modifications aussi sur les RG différentiels. Donc là, c'est une boule asymétrique. Mais généralement, ce qui se passe, et là tu vas me confirmer, GG, c'est qu'en 16, 15 et 14 livres, on va trouver le même noyau. Ouais, Et, c'est et ce noyau, en fait, va changer à partir de 13 livres, en règle voilà. générale. Voilà, et puis il va encore changer pour les poids inférieurs encore. Mais là, on voit bien, vous avez les deux photos, hein, celle de gauche, c'est 13, c'est 14, 15, 16, et le petit noyau à droite, c'est 12 et 13. 11, ouais, 12, 13 livres. 12, 13. Un autre exemple avec une boule symétrique. Donc là, à droite, vous avez les deux types de noyaux, donc de 14 à 16 livres, et le noyau complètement à droite, c'est 12 et 13 livres. Et là, on voit aussi les écarts qu'il peut y avoir donc, sur les dynamiques du noyau, des propriétés dynamiques, où on a des RG-bas qui vont se Ça, transformer sur de la 13 livres et 12 livres sur des RG élevés, quoi. c'est la phase 3 là, que tu étais en train de regarder, c'est une storm. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? En bas, tu as dit la twist, en bas, c'est la twist. Alors, vous voyez que les boules haut de gamme, elles s'arrêtent à 12 livres, hein, voire 14 des fois chez Radical. Et les boules début de gamme, vous voyez, ça commence à 8 livres. Mais si vous regardez les deux petits noyaux en bas, vous voyez, il n'y a pas de noyau dans la boule, hein, donc il n'y a pas de différentiel. Euh, donc ça, c'est pour les boules de 8, 9, 10 et 11 livres. Ouais, ça commence à se modifier à partir de 12-13, où là, il y a une modification du noyau.
Et Ouais, ça se remodifie en fait encore avec 14, 15 ou 16 livres. ouais. Euh, alors, il y a déjà quelques questions. Je regarde. Alors, David qui nous pose une question. Salut David. Avec quel poids jouent les pros? Sont-ils nombreux à jouer en 16 livres? Alors, les pros, je sais pas, mais en tout cas sur le plan international, sur des championnats du monde ou championnats d'Europe, la majorité des boules sont à 15 livres, que ce soit chez les garçons comme chez les dames. Voilà. J'ai pas beaucoup vu de joueurs qui jouent en 16 livres. Chez nous, il y en a quelques-uns qui jouent en 16 livres. Jonathan Lefebvre, à un moment donné, joue en 16 livres et puis je crois qu'il est descendu maintenant en 15 livres. Ce qu'on peut Voilà. dire, ce qu'on peut dire, Eric, sur si on veut comparer la 16 livres et la 15 livres, qu'est-ce qui se passe si vous envoyez une 16 livres à la même vitesse qu'une 15 livres? Eh bien, la 16 livres aura moins de déflexion dans les quilles. Donc, bizarrement, vous risquez de laisser plus de quilles 10 en envoyant une 16 livres qu'avec une 15 livres. Parce que Est-ce que, le cheminement de la boule dans les quilles n'est pas le même. est-ce qu'on peut dire qu'il est plus intéressant pour un joueur à deux mains de jouer avec une 16 libre? Alors, il y en a qui jouent avec des 16 livres, hein, chez les pros, ouais, des joueurs à deux mains. Mais est-ce que c'est plus intéressant? Je veux dire, Non, non. quelqu'un qui va mettre beaucoup de vitesse, beaucoup de rotation, est-ce qu'il a plutôt intérêt à jouer avec une 16 livres? Franchement, C'est une question. je- Par contre, assez souvent, la problématique des joueurs à deux mains, c'est qu'ils vont radicalement mettre beaucoup plus de rotation par oui, rapport par rapport à la vitesse qu'ils vont avoir. Donc, ils ont plutôt intérêt à jouer au départ peut-être avec des 14 livres, voire des 15 livres, plutôt qu'avec des 16 livres. Il y a une autre question. Y a-t-il un rapport poids de taille du joueur et poids de la boule? bon, c'est ce que disent les Américains dans les manuels, hein, parce que Hmm. ils disent même que c'est tant de livres de boules pour tant de livres de poids. Mais il y a d'autres paramètres qui interviennent, comme le dynamisme de la personne, l'explosivité de la personne. Enfin, il y a d'autres facteurs physiques autres que la mensuration. Hein, parce Oui. qu'on voit aujourd'hui, si vous voulez, c'est techniquement, si vous êtes capable de développer un balancier sans effort, avec une bonne tenue de boule, si vous pesez 60 kilos, vous pouvez lancer une 15 livres. Maintenant, Ouais. si vous luttez contre le poids de la boule, si vous portez la boule, si vous accompagnez, vous freinez la boule, vous ne pourrez pas jouer avec une boule lourde. C'est vraiment un problème technique. Donc la base, effectivement, avant, c'est déjà le grip. De toute façon, on l'a toujours dit. Ouais, ouais. C'est déjà être confortable dans la prise de main pour C'est créer du pas, relâchement, en fait. voilà, c'est le relâchement qu'il faut trouver pour pouvoir lancer une boule la plus lourde possible sans effort, avec le Ouais. moins d'effort possible. Euh, une question de Martial. Salut Martial. Quel intérêt d'acheter des boules haut de gamme inférieures à 12 livres? Il n'y en a pas de toute façon. Moi, je pense qu'il n'y en a pas non plus. Il n'y en a pas. Et il y a des boules peut-être moyenne gamme, mais encore, je ne suis pas sûr. En général, ça s'arrête à 12. Après, les boules début de gamme, là, oui, on descend dans les poids. Une question de José. Donc, pour les jeunes qui jouent avec des twists en dessous de 12 livres, la réactivité ne résulte que de la coque et de sa finition. Tout à fait. Correct. Pas de noyau. Correct. Et une question de Christophe qui nous dit, n'y aurait-il pas plus de messagers avec les 16 livres? Bah, les messagers, c'est surtout bon, c'est un problème de vitesse, mais aussi un problème de rotation.
On voit beaucoup. Vous lancez une 16 livres sans pratiquement de rotation, comme font beaucoup de joueurs débutants hein, le samedi soir. Il n'y a pas beaucoup de messagers. Hein. Il faut que l'énergie il faut que la quille, on la mette en rotation aussi. Hein. Sinon, on joue au domino, on pousse les quilles. Ouais. Les fameux messagers, ça va me traîner toute la vie. Voilà. Oui, il y a... Pour moi, je fais une petite parenthèse. Les messagers, c'est comme les chanfreins en fait. Voilà. Il ne faut pas trop m'en parler. Ah, Mais en compétition, les messagers, Xavier, je les accepte hein, sans aucun problème. Quoi. oui, parce que Euh, tu dis que ça fait 9 espères, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais. À l'entraînement, un messager, c'est 9 espères, c'est pas strike. Voilà. Fin de la parenthèse. Gérard, de la part d'Anto, Gérard disait que de jouer davantage plein avec plus d'angle avec une boule légère, est-ce que c'est le même conseil pour les joueurs avec peu de vitesse? Ouais, enfin, ça dépend des rotations, quoi. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas beaucoup de vitesse, la boule, elle va être déviée davantage. Hum. Alors, Eric qui est présent, il dit on parle de poids de boule et de déflexion. Est-ce que le poids des quilles évolue avec le temps? Et à un moment donné, sur la tournée pro, ils ont mis des boules plus lourdes. Et Des quilles. des quilles plus lourdes. Et la scorabilité, en fait, elle a baissé. Il y a eu beaucoup plus de coins qui sont restés, enfin, il me semblait. Et le problème, c'est que les téléspectateurs se demandaient pourquoi ils n'arrivaient pas à faire plus. Parce qu'en fait, c'était des quilles de 3 livres 10 onces, donc le poids maxi, alors que nous, on joue la plupart du temps avec des 3 livres 6 onces. Hein, donc Juste, ça fait 115 grammes de moins, donc ça fait 1 kg 150 de quilles en moins, quoi. ouais, donc juste pour une information, les messagers sont aussi liés au backside. En fait, c'est kickback. Tout à fait. Ça dépend Le- de la solidité aussi des kickbacks, hein, les parois sur les côtés des quilles. Alors, on va rentrer une fois qu'on a vu ces poids de boule, on va rentrer dans le vif du sujet sur cette notion d'équilibrage. Et donc, quelques réflexions qui ont été faites sur les réseaux sociaux par rapport à une question que j'ai posée. Est-ce que le CG a une influence sur la réaction de la boule sur la piste avec une boule symétrique ou asymétrique? Donc, il y a eu quelques réponses où c'était oui. C'est-à-dire que selon où on positionne le CG, ça va avoir une influence sur la réaction de la boule sur la piste. D'autres réflexions aussi qui est sortie un peu du contexte, mais en expliquant qu'une boule symétrique devenait asymétrique après perçage. Oui. Ça, GG nous en avait déjà parlé sur des lives précédents où je me souviens plus sur le premier confinement, mais en nous expliquant que de toute façon, la symétrie, elle ne sera pas aussi importante qu'une asymétrie. Elle est très faible. Voilà, la symétrie reste quand même très faible. Et elle tient au trou du pouce, en fait. Hein. Ouais. Et une boule asymétrique peut-elle devenir symétrique après perçage? Alors, aujourd'hui, non, c'est pas possible parce qu'on n'a plus le droit au trou d'équilibrage. Ouais, mais donc avant, c'était possible grâce au tour d'équilibrage. On pouvait la rendre beaucoup moins asymétrique en Voilà. perçant dans la symétrie, c'est-à-dire dans la partie qui dépassait un peu du noyau, si vous voulez. Hein. Un noyau symétrique, bon, bah, c'est symétrique tout le tour. Une asymétrique, c'est comme si on mettait une bosse de part et d'autre. Donc, si on perce dans la bosse, on diminue la symétrie. Ouais. Mais on ne peut pas l'annuler. Alors, cette notion d'équilibrage, eh ben, en fait, on a vu avec l'Arsenal hein, le choix de la boule en fonction notamment du compromis vitesse-rotation du jeu du joueur. Et donc, l'équilibrage, on va aussi le faire, en tout cas pour les Ouais, perceurs vont le faire, mais on n'a pas par exemple, répondu, on n'a pas répondu à la question du CG. non, mais on va le voir après. Oh, d'accord, ok.
On va le voir après. Donc, suspense, suspense. Voilà, je me remets. Suspense, suspense. Donc, on répondra à la question après. Pas de souci, on n'oublie pas. Donc, la notion d'équilibrage, donc une fois qu'on a choisi la boule, les perceurs, mais aussi les joueurs de très haut niveau, décident des équilibrages qu'ils vont faire en fonction de leurs besoins, en fonction de leur jeu, du compromis vitesse-rotation, en fonction, bien entendu, de ce que la piste demande. Si elle demande plus de finition, moins de finition, si elle demande de rouler plus tôt, d'avoir un break qui soit beaucoup plus éloigné, etc. Et puis, bien entendu, en fonction de ce qu'on a déjà dans l'arsenal pour éviter de faire des doublons. Donc, cet équilibrage-là, il va en fait consister à positionner le noyau d'une certaine manière par rapport à l'axe de rotation qu'on appelle le PAP. Alors, là, on va vous parler du double angle. Et donc, dans le double angle, on va avoir trois paramètres principaux qui va être la distance entre le pin et le PAP. Donc là, sur la photo en haut à droite, vous pouvez voir le pin, donc ce Et petit point jaune, et puis le PAP du joueur. Je vous rappelle que le PAP, il est unique pour chaque joueur. Il n'y a pas un PAP fixe qui est identique pour tout le monde. Chaque PAP, vous avez chacun d'entre vous un PAP qui va être différent de votre voisin ou de votre voisine. Donc il y a la distance pin PAP, l'angle, ce qu'on appelle l'angle du perçage, et puis l'angle val. Il y a aussi la somme des deux angles et le ratio des deux angles, mais ça, on le verra sur le prochain live. Donc là, on va commencer par parler de l'angle de perçage, puis après l'influence de la distance pin PAP, et enfin l'angle val, qui sont les trois paramètres du double angle pour équilibrer une boule. Les termes techniques. Donc, il y a beaucoup de termes. Ben, je te laisse en parler si tu veux. oui, il y a différents termes. Donc, déjà, le PAP, c'est le Positive Axis Point. Donc, c'est le point d'axe positif, si vous voulez, de l'axe de rotation du joueur. Hein. Le PSA, c'est l'axe de rotation préférentiel de la boule. Hein, c'est celui qui est représenté en bas. Le PAP étant à droite. Le CG, c'est le centre de gravité qui est repéré à la surface de la boule. Le pin, c'est l'axe du noyau hein, que vous voyez en haut. C'est l'axe vertical du noyau. La ligne VAL, V-A-L, c'est Vertical Axis Line, donc c'est la petite ligne rouge que vous voyez là, À droite, ouais. en bas. C'est la ligne sur laquelle se trouve le PAP du joueur. Hein. C'est la ligne qui passe par le PAP du joueur. Donc la distance pin-PAP, on la voit ici en noir entre le pin et le PAP. Ce qu'on appelle la ligne de base, c'est la ligne qu'on trace en premier sur une boule. Donc là, on la voit entre le pin et le PSA, hein, la ligne verticale noire entre le pin et le PSA. Puisque là, c'est une boule asymétrique. Si on avait eu affaire à une boule symétrique, on aurait tracé la ligne entre le pin et le CG. Vous voyez que ça ne correspond pas tout à fait suivant la position du CG qui peut être à droite ou sur la ligne ou à gauche de la ligne. L'angle de perçage, donc c'est le premier angle entre la ligne pin PSA et la ligne pin PAP. Donc ça, c'est le numéro 1, vous voyez, c'est l'angle de perçage qu'on doit d'abord déterminer. Hein, on le verra après, qui va déterminer un peu la profondeur, la longueur, qui va intervenir sur la longueur de glisse hein, de la boule. Et ensuite, l'angle val, donc c'est l'angle qui se trouve entre la ligne pin PAP et la ligne rouge val. Donc on a bien nos trois paramètres, l'angle de perçage, la distance pin PAP et l'angle val. Donc vous avez tous ces trois paramètres sur vos boules, que ce soit n'importe quelle marque de boule. Hein,
La physique, c'est la même pour tout le monde, hein, pour tous les fabricants. Ok. L'objectif après, au fur et à mesure de ces lives, c'est de vous permettre de mesurer sur vos boules quel genre d'équilibrage vous avez, et puis ensuite de pouvoir vérifier si ça correspond bien avec votre jeu, avec les conditions de jeu que vous rencontrez, etc. Ok, GG. Tout bien expliqué, j'ai tout compris. Ben, j'espère. Depuis le temps. Non, après, voilà. Non, non, mais après ça, c'était plutôt clair, même très bien expliqué. Et j'ai une référence qui dit Mireille qui Voilà. nous dit je comprends tout, donc ça veut dire que jusqu'ici tout va bien et ça se passe bien. Et Mireille qui nous fait une réflexion. Si je comprends bien, il est impossible à un perceur de percer une boule sans avoir vu le joueur lancer une boule et mesurer le PAP. Bah, c'est pas impossible, hein. Si vous voulez, par habitude, on fait des équilibrages que je vais qualifier de standards qui vont à la plupart des joueurs. Donc, on est bien obligé de commencer par là, d'ailleurs, quand c'est un joueur débutant, quand on perce une première boule, hein, et puis ensuite, on Mais, peut. mais qu'on commence à avoir un arsenal, qu'on fait des compétitions et autres, il est préférable que le perceur, effectivement, voie le joueur jouer sur les pistes et identifie son PAP. Bah, c'est pour optimiser, si vous voulez, hein. C'est pas impossible, comme dit Mireille, hein, mais c'est quand même mieux. C'est quand même préférable. Oui. Alors, on va avancer et alors, je vais remettre. C'est un peu technique, hein. Et donc l'écriture du double angle, donc je ne sais pas si la plupart d'entre vous ont déjà vu ça, mais si vous voyez des exemples en bas, quelquefois vous voyez 50 fois 4, enfin c'est pas fois, c'est x4 et Ouais, on va le traduire par fois. à 60. 60, on en a un autre en dessous, c'est 20 fois 5, un quart fois 30, et un dernier exemple où on a 70 fois 3 et demi fois 20. Alors le premier, en fait, c'est l'angle du perçage en degrés. Donc on a un angle pour le premier exemple, un angle de perçage à 50 degrés. Le deuxième chiffre, c'est à distance du pin PAP. Ouais, Donc là, qui est marqué en pouces. Donc là, une distance de 4 pouces. Et le dernier chiffre, donc 60, c'est l'angle val qui correspond à 60 degrés. voilà. Là, vous avez les trois chiffres. Donc, premier, angle de perçage. Deuxième, distance pin PAP. Et troisième, c'est l'angle val. Et selon les chiffres, s'ils sont élevés, s'ils sont faibles, si la distance pin PAP est élevée ou faible, bah, vous allez voir que ça va avoir une incidence sur la réaction de la boule sur la piste. Il y a Eric qui nous pose la question, est-ce que le leverage existe toujours? Oui, bien sûr. La plupart des perçages sont en leverage, mais c'est une expression américaine, bon, que personnellement, j'utilise plus, mais C'est un peu démodé quand même. ouais. C'est-à-dire qu'avant, on faisait beaucoup de leverage. Et d'ailleurs, je me souviens, Toujours, mais on euh, appelle ça comme ça. ouais, et je me souviens pour avoir aussi percé quelques boules, en fait, on mettait toujours le pin à droite de l'annulaire, là, et puis en fait, on bougeait le CG, on le mettait sur le centre de perçage, on le mettait en dessous, on le mettait complètement à droite. Bon, tout ça, c'est un peu obsolète. Il y avait une question, je crois, de Christophe, je reviens, c'était une question assez intéressante. Si on joue avec des pouces escamotables, interchangeables, la quantité de matière à enlever est est plus grande ou pas? Alors, ça dépend du pouce interchangeable de la marque, hein. Par exemple, les Vise, c'est ceux qui demandent à percer le plus profond. Donc, c'est là qu'on enlève le plus de masse du noyau, oui, effectivement. Mais Et, et il nous dit, le PAP ne sera pas au même endroit si on fait deux perçages différents. deux équilibrages différents, il veut dire, si Oui. le PAP il sera au même endroit, il peut légèrement changer si vous lancez une boule avec un noyau symétrique et une boule avec un noyau asymétrique. Vous pouvez avoir
vous allez voir votre première bande de roulement, elle sera peut-être pas tout à fait au même endroit, hein, mais voilà, c'est des petites variations qui sont pas très importantes. Oui, parce que GG, quand même, ce qui fait le PAP, c'est la main, c'est le lâcher du joueur, c'est pas la boule. Tout à fait. C'est pas l'équilibrage. Le risque est de faire percer une boule suivant la forme du lancer que l'on veut avoir, plutôt que d'adapter la boule aux pistes. Waouh. En fait, bon, déjà, il y a le choix de la boule, le choix de la surface que vous pouvez modifier. Ensuite, le choix du RG, le choix du différentiel, le choix si c'est une symétrique ou une asymétrique. Et après, l'équilibrage, ça va être en fonction de ce que vous voulez avoir comme forme de réaction théorique, hein, avant perçage. C'est affiner la forme de la réaction, hein. On affine, oui. Si vous voulez, mais on va le voir après, l'incidence de l'angle de perçage, de l'angle val, la distance pin-PAP, et en fonction de la réaction qu'on veut avoir. JP, que je salue, est-il judicieux de revérifier son PAP à chaque nouveau perçage? Question pertinente, très intéressant. Bonne question. Bah, il faut le vérifier de temps en temps parce que si ton jeu évolue, en imaginant que tu prennes des cours avec un professeur ou un instructeur et qu'il te fait travailler ton lâcher, donc il se peut que ton PAP change de position. Simplement parce que tu as changé de lâcher. Et Donc, surtout qu'il nous précise à chaque nouveau perçage. Donc, dès qu'il y a une modification du perçage, il faut vérifier le PAP. enfin, s'il y a des grosses modifications du perçage, d'angle de pouce, par exemple, à droite ou à gauche, Oui. ça peut effectivement faire changer le PAP. Et à chaque modification technique aussi, évolution, la technique gestuelle, c'est Ouais. bien de revérifier parce que ça peut avoir une incidence sur le lâcher du joueur. Ok. Donc après, donc sur l'explication et les chiffres, donc voilà ce que ça va donner sur la boule. Donc vous avez une boule symétrique à gauche, une boule asymétrique sur la droite. Alors je vais mettre un plus grand. Voilà. Et donc un 70 x 4 x 35 sur une boule symétrique. Voilà ce que ça va donner. Donc en rouge, vous avez la distance pin-PAP et vous avez le premier angle et le deuxième angle, comme vous expliqué GG. Et après, il va nous expliquer la différence entre la symétrique et l'asymétrique. Et donc sur la deuxième boule de droite, vous avez un 45 x 4,5 x 30. Donc 45, c'est le premier angle. 4,5, c'est la distance entre le pin et le PAP. Et 30, c'est l'angle val. Alors, est-ce que tu peux nous dire la différence de traçage entre la symétrique et Voilà. l'asymétrique? Alors, vous voyez que la boule de gauche, elle n'a que deux repères à sa surface. On trouve le pin et on trouve le CG. Donc, pour tracer la ligne de base, eh ben, on est obligé d'utiliser pin CG. Donc, on se sert de cette ligne de base, alors que sur la boule asymétrique, la ligne de base, elle est pin PSA. Le CG, on s'en occupe pas sur la boule asymétrique. Il peut être à gauche de la ligne, il peut être à droite, il peut être dessus. De toute façon, ça n'intervient pas. D'accord. Donc, c'est la différence sur le traçage de la première ligne Voilà. qui va changer en fonction si la boule est symétrique ou asymétrique. Donc, symétrique, on trace la première ligne entre le pin et le CG, et l'asymétrique, on trace une ligne entre le pin et le PSA. Voilà. Et donc, on verra un petit peu plus loin que pour la boule symétrique, le premier angle de 70 degrés, il n'intervient pas, hein, sur la réaction de la boule. Simplement parce qu'il n'y a pas de masse via. Alors que sur la boule asymétrique, ce premier angle-là, il va intervenir sur la réaction de la boule parce qu'il y a un masse via, vous voyez le PSA en bas, hein. Et donc, cette différence de masse va intervenir sur le comportement de la boule sur la piste. Alors, une question, Christophe qui lui dit, et si son lâcher change à chaque lancer, on fait comment? Faut mettre des tapes.
Voilà, non, c'est sûr que si le lâcher est différent, il travailler la gestuelle, il faut travailler le relâchement, il faut vérifier le perçage, il faut vérifier si c'est bien calé, et puis faire un travail. D'abord, il est évident que la boule va pas tout faire, et le manque de régularité, la boule, elle va pas corriger vos erreurs. Alors ça, c'est le problème auquel on est confronté à chaque fois qu'on recherche la position du PAP d'un joueur. Parce qu'on s'aperçoit que la bande de roulement, elle est jamais au même endroit. Donc le PAP, il bouge tout le temps entre deux lâchers, trois lâchers. Il y a un appareil qui est pareil. Hein, c'est ça qui fait la différence aussi entre les joueurs moyens et puis les joueurs de haut niveau. Il y a une remarque de Xavier qui nous dit le dual angle est une notion primordiale de l'équilibrage. Tout le monde devrait connaître. Bravo pour ces infos. Alors, on ne le vend pas le dual angle, hein, ça ne nous rapporte pas d'argent, mais merci Xavier pour cette promotion. Voilà. Et Xavier, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, il est dans les collectifs France senior. Voilà. Super beau. Mais Xavier, nous, notre propos, ça n'est pas de prendre la place, que tout le monde devienne perceur. Hein. L'objectif, c'est que les gens comprennent mieux leur matériel. Hein, et c'est pas qu'ils aillent voir leur perceur en disant, dis donc, tu m'as fait un 70 par 4,5 par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. On fait un 45 5 par 40. Ouais, et puis si jamais ça vous arrive, vous ne dites pas que c'est nous qui l'avons dit. Vous dites pas, ouais, mais j'ai vu les deux autres les deux autres zozos là en live là, ils m'ont dit ah, maintenant j'ai eu la révélation. Non non non. Comment on fait à faire pour déterminer l'axe versant? On va voir ça. L'axe du perçage. Oui, on va le Oui, voir. oui, on va le déterminer, ouais. Il y a Stéphane qui nous dit, chez Storm, le dual angle est stipulé en inch et non en angle. Effectivement, c'est un autre système. En fait, ça s'appelle pas dual angle, hein, ça s'appelle pin buffer et c'est pas le même système. Bon, personnellement, je préfère le dual angle parce qu'il y a plus de paramètres qu'on peut utiliser. Hein. Vous verrez, la prochaine fois, on parlera de la somme des deux angles et du ratio des deux angles, hein, qu'on trouve pas dans le système Storm Rotogrip. Alors, l'influence de ces trois paramètres. Donc, on a vu l'angle de perçage, la distance pin PAP et l'angle val. Voilà. Donc, l'angle de perçage, déjà, il va être limité au niveau des nombres, c'est-à-dire qu'il va être entre minimum 10 degrés et maximum 90 degrés. Et donc, cet angle de perçage va intervenir sur la distance, en fait, de la première transition. Je vais me mettre comme ceci, entre la distance de la première transition, entre la phase de glisse et la phase de crochet. Mais c'est surtout un angle qui va avoir de l'influence sur les boules asymétriques et on va voir pourquoi après. La distance pin PAP, donc qui est traduite en pouces, cette distance-là va déterminer le potentiel de flair. Donc, différentiel suivant le noyau symétrique ou asymétrique. Donc, plus il y a de flair, plus il y a de friction. Et on va voir en fait quelle distance va augmenter le flair et quelle distance va réduire le flair. Et puis enfin, on a l'angle val. Et que c'est différent pour les noyaux symétriques et les noyaux asymétriques. Ouais, tout à fait. Donc, il y a un petit piège auquel il faut faire attention. Tout à fait. Mais après, je vais t'interroger, Gégé, sur ce point-là. Mais je l'aurai un jour, vous allez voir, je l'aurai. Et l'angle val, donc qui lui va se situer non pas entre 10 et 90 degrés comme l'angle de perçage, mais qui va se situer entre 20 et 70 degrés. Donc lui va surtout intervenir, et Gégé va nous en parler, sur la forme de la réaction quand la boule rencontre de la friction. Et donc plus il va être petit, aux alentours de 20, 30 degrés, et plus la réaction va être violente et angulaire. Et plus il va être grand, proche des 70 degrés, et plus la réaction en fait va être douce et va être longue. Donc selon ce qu'on va rechercher, et ben on va mettre un angle val plus petit ou plus grand selon la finition qu'on veut procurer. Par exemple, pour une boule de référence, on ne va pas choisir un angle val petit, par exemple.
parce qu'on veut une boule prévisible, stable, contrôlable. Donc, on va plutôt choisir un angle val entre 50 et 60, quoi, hein. Plutôt dans les moyens. Ouais. Ok, super. Donc, on va parler du premier angle, ce fameux angle de perçage. Et comme tu disais tout à l'heure, la différence, en tout cas, on va d'abord tracer la première ligne. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire chez vous, que vous pouvez faire déjà chez vous d'ailleurs avec un maître de couturière. Hein, c'est vous amuser à tracer des lignes. Et donc, on voit la boule à gauche, c'est une boule symétrique. Donc, on va tracer entre une ligne qui va passer par le pin et par le CG. Ouais. Alors, GG vous a rajouté un petit trait Ouais, le où il a mis, Masbia. où il a mis le Masbia, mais c'est un Masbia virtuel, en fait, si vous voulez, qui est positionné à 6 3 quarts Du pin. du pin. Et à droite, vous avez la boule asymétrique, où là, vous tracez pas par rapport au CG, mais par rapport au PSA. Vous tracez une ligne du pin sur le PSA. Donc ça, c'est la première chose à faire. C'est quelque chose qui est simple à faire et que vous pouvez faire chez vous. Déjà sur les boules que vous avez, ça peut déjà vous entraîner. Puis après, on va tracer la deuxième ligne qui va partir du pin jusqu'à votre PAP. Alors, si vous ne connaissez pas votre PAP, bah, effectivement, il va falloir aller sur les pistes et en ce moment, c'est un peu compliqué pour aller sur les pistes. Si vous connaissez votre PAP, bah, vous pouvez le positionner sur votre boule. Et puis, en fait, bah, tout simplement, l'angle va être déterminé par rapport à ces deux lignes. Et on verra plus tard comment le mesurer. Allô? Oui, oui, non, mais j'avais coupé je sais pas pourquoi j'avais coupé le son. Et donc là, vous avez bah, les différents angles de perçage. Et donc angle de 10 degrés, donc le plus roulant, jusqu'à 90 degrés, qui va être le moins roulant. Donc la boule va aller plus loin avec un angle important qu'un angle à 10 degrés où la boule va se mettre en rotation plus rapidement. Si je dis pas de bêtises, GG. Non, non, c'est ça. Ok. Et donc ça, par contre, cet angle-là, et on va enchaîner sur ça, il va être plus influent sur des boules asymétriques Voilà, et pas du tout influent sur les boules symétriques. tout à fait. Donc, sur une boule symétrique, que tu mettes un angle de 10 ou un angle de 90, ça change rien. Tout à fait, parce que la position du CG n'intervient pas. Donc, D'accord. Mais par contre, sur une boule asymétrique, et je suppose une boule asymétrique qui est quand même une asymétrique assez importante, là, l'impact de l'angle de perçage va être beaucoup plus important. il y a un Masbia, hein, il y a donc cette asymétrie qui est repérée par le point du PSA. Là, hein. Chaque fabricant a son repère, hein. Donc, c'est ça qui intervient quand la boule est mise en rotation. On n'a Martial pas. qui dit, j'avais pas autant de traçage sur ma dernière boule acquise, une biasse bleue. Est-ce à dire que j'ai un perçage standard? Je sais Ça, pas. on sait pas. Il faudrait qu'on Ouais, voit une photo de la boule. ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette diapo? Je vais la présenter. Et qui va expliquer, si tu veux, la différence entre la symétrie et les boules asymétriques. Alors, essayez de ne regarder que la boule de gauche qui est une boule à noyau symétrique. Vous voyez c'est le même, il a la même forme tout le tour du pin. Donc, que vous mettiez le CG à gauche ou que vous le mettiez à droite, vous voyez que la boule, c'est exactement la même forme de noyau. Donc, ça n'a absolument aucune incidence, ou si peu que ça vaut pas la peine d'en parler. Par contre, si vous regardez le noyau de droite, si vous décalez le CG, vous décalez aussi le PSA et vous décalez la forme du noyau. Et donc là, ça intervient vraiment sur la réaction de la boule. Vous voyez que le noyau, il n'a pas la même forme quand le CG il est à gauche et quand il est à droite, par rapport au trou. Par Et rapport donc, au...
et donc, ça va répondre à la question que l'angle de perçage sur une boule symétrique, ça a vraiment, ça a vraiment peu d'intérêt. Bah, ça a que l'intérêt du traçage pour pouvoir tracer le reste. Voilà, correct. Il y a une question de Christophe qui nous dit: j'ai une boule asymétrique, mais je ne vois pas le PSA. Peut-être est-il dans le trou du pouce. Tout à fait possible. C'est possible, mais si tu regardes dans le trou du pouce, si tu n'as pas de pouce interchangeable, tu peux voir quand même un morceau du. Parce qu'en fait, c'est comme un bâton de sucette, hein, qui est mis dans le noyau pour pouvoir mouler la coque autour. Donc des fois, on voit à l'intérieur du pouce, on voit une partie de ce repère-là. Ok. Donc maintenant, on va avancer avec une vidéo. Une vidéo qui a été réalisée par Brunswick suite à des études de l'USBC. Je vais la mettre en grand. Ouais, là, Et, et là, vous allez en fait mieux visualiser sur cette vidéo le comportement de la boule. Et donc là à côté, je vous ai mis de 1 à 8, donc qui veut dire positive side weight, negative side weight, negative side weight, positive side weight, etc. Donc SW c'est side weight. Et vous avez positif ou négatif, on va vous expliquer pourquoi. Et ça va correspondre aux 8 lancers qu'on va avoir. Les 8 lancers vont être réalisés par un robot. Donc il est clair que le robot, lui, il n'a pas d'émotion et il fait toujours la même chose en fait. Donc le robot, il va lancer à la même vitesse, avec le même nombre de rotations, avec la même profondeur de pose, les 8 lancers. Et donc l'idée, c'est que vous allez avoir deux boules, une avec un CG en négatif, donc à gauche du centre de perçage, une en positif, donc à droite du centre de perçage, et on va voir la différence de réaction qu'il va y avoir. Et je rappelle, comme on avait dit, qu'une boule symétrique après perçage, elle devenait asymétrique, mais comme GG vous le disait, c'est qu'elle devient asymétrique, mais vraiment faiblement asymétrique. Et donc, on va voir quel impact va avoir ce perçage et cette position de CG sur la piste. Alors, il faut que je lance la vidéo et puis je vais aller directement à l'essentiel. voilà, hop. Donc là, la boule de gauche, le CG, il se trouve à gauche de l'axe de perçage. Et la boule de droite, il se trouve très à droite de l'axe de perçage. Mais la position du pin, vous voyez, c'est la même. Donc on va avoir le même flair, etc. hein. Et c'est les deux mêmes boules, bien sûr. Et donc, après vérification, la boule de gauche, elle a 5/8 de side weight négatif. À la Et la 5. boule de droite, elle a 1/8 de side weight positif. Donc, il y a un écart qui est vraiment énorme, en fait. Ouais. Ça fait presque 3, quoi. hein. Ça fait 2, 3 quarts. Donc on va voir, est-ce que les réactions, voilà, la première, donc qui a un side weight positif. Alors là, voilà, vous allez voir les 8 lancers d'affilée. Et donc, à gauche, vous avez les boules qui sont utilisées, qui sont répertoriées. Ça s'est arrêté. Voilà. Voilà. Donc là, par contre, c'est un side weight négatif. Vous voyez, elle a fait la même chose que l'autre. hein. Là, on est encore négatif. Maintenant, positif. Est-ce que vous voyez une différence? Maintenant, négatif. Positif. Et là, maintenant, on commence à voir une différence parce que on est au sixième lancé, donc les conditions de jeu, elles ont changé. hein. Et là, maintenant, toutes les boules sont pleines. C'est comme un robot, il ne sait pas faire 300. hein. Ouais, alors je fais une petite pause. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, hormis le fait
que on voyait pas de différence entre les deux et donc ça montre physiquement en fait réellement qu'est-ce qui se passe, c'est qu'effectivement comme tu le disais justement, c'est que le robot lui fait toujours la même chose et ils ont fait des expérimentations il y a pendant beaucoup de mois et de mois avec le robot qui n'a jamais réussi à faire 300 Ouais. parce que les conditions de jeu évoluent. Et là, sur les 8 lancers, vous voyez que c'est toujours les mêmes lancers et vous voyez les différences de réaction avec une boule qui est pas si agressive que ça, hein, qui a deux positionnements de CG différents. Mais vous voyez, les réactions, c'est les mêmes. Et au bout du sixième lancer, déjà, les conditions de jeu ont changé. Alors que le robot, lui, n'a rien changé. Donc, vous avez vu l'influence de l'environnement. Et la dernière boule qui fait encore le strike, elle est vraiment pleine. Et là, déjà, il faut commencer à anticiper les changements et commencer à se décaler. Donc ça, c'est intéressant en termes de se dire, oui, mais c'est pas moi, parce que le robot, lui, fait la même chose. C'est la piste qui commence à bouger. Et donc, il faut que je bouge. Sinon, au bout d'un moment, ben, je vais avoir du neuf, je vais avoir du split au pire des cas. Surtout que vous êtes la plupart du temps pas tout seul à jouer sur la piste. Hein. Imaginez, vous êtes en triplette et vous êtes 3 joueurs à jouer au même endroit, donc à la troisième frame déjà, vous pouvez plus jouer là. Hein. Voilà, donc là on peut voir que en fait là vous avez la superposition de la boule positive et la boule en négative. Donc là on a la même avec des capteurs hein, bien entendu. Donc là on a la même chose. Je reviens sur la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Ça, alors je sais pas si on voit bien, GG. Clair, on Mais a l'idée, c'est d'expliquer que la distance du pin est la même, donc la distance du pin PAP est la même, c'est ce qu'on va voir après, et que le flair, en fait, il est exactement pareil avec le CG à gauche ou le CG à droite. Donc, et donc là, on va vous montrer visuellement, en fait, la position donc, du pin et la position du CG, et en dynamique, qu'est-ce que ça va donner. Donc là, ça c'est l'intérieur de la boule. Donc vous voyez le pin et le CG. et les trous dans le noyau. Donc vous voyez le CG qui bouge. Et en fait, le noyau, il reste le même. Et quel que soit le CG où est-ce qu'il est placé, le noyau aura la même dynamique. Voilà. Puisqu'il est symétrique. Voilà. Voilà, donc là c'était la démonstration. Je reviens à toi, GG. Je fais quelques manipulations. Donc c'était la visualisation en fait du noyau par rapport à une position du CG et en fait qui explique que le peu d'influence que ça va sur le premier angle et l'intérêt sur une boule symétrique de faire ce traçage-là, c'est pour continuer après à calculer la distance pin PAP et le deuxième angle. Alors je regarde, c'est une question de réflexion de David qui nous dit donc sur une symétrique pour changer la longueur de glisse, il faut jouer sur la surface. Oui, tout à fait. Ah, bravo, David. Bah, Euh, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire un trou d'équilibrage qui, suivant sa position, pouvait augmenter ou diminuer le flair. Mais comme aujourd'hui, on n'a plus le droit de le faire, la seule façon de changer, c'est de changer la surface. et il y a Thierry qu'on salue. Salut Thierry. Quel intérêt de percer sur le PSA? De percer le pouce, Je suppose, oui, bah, le pouce, oui. ah bah, ça augmente l'angle de perçage, le premier angle. Et ça joue sur la symétrie. Ça joue Sur la symétrie, ou euh, pas? C'est une question. ouais. En fait, j'essaye de t'avoir, hein, mais Oui, oui, oui. Oui, parce qu'on perce sur le RG maxi, quoi. hum, hum.
Mais non, pour enlever de la symétrie, il faudrait percer à 90 degrés, quoi. Ok. La distance pin PAP. Alors, vous voyez là, on a mis différentes boules. Donc, on voit pas les PAP, bien entendu, mais vous voyez différentes positions du pin, sous les doigts, au-dessus des doigts, Un peu au à milieu, gauche. au milieu des deux doigts, à gauche des doigts, à droite des doigts, peu importe. Voilà, il y a différentes positions et qui vont pas avoir la même réaction en fonction de la fameuse distance pin PAP. Alors bien entendu, bah, il faut déterminer dans un premier temps le PAP. Donc on vous a déjà montré comment on faisait pour déterminer le PAP. Donc, je vous invite à revoir les lives. La distance PNP va déterminer en fait le potentiel de flair de la boule une fois percée et donc la friction. Ce potentiel va être différent selon si la boule est symétrique et asymétrique, ce que vous disiez GG auparavant. La distance pin PP va se mesurer en pouces, donc de 0 à 6 3 quarts au maximum. Et ça va être le choix qui va être le plus important après la coque, le noyau et la surface, car c'est ce choix-là qui va vous déterminer en fait le potentiel de flair. Alors attends, parce que Vas-y, GG. quand vous choisissez une boule, vous avez une valeur de Verger et vous avez une valeur de différentiel. Donc cette valeur de différentiel, c'est ça qui vous indique le potentiel de flair de la boule. D'accord? Mhm. S'il est au-dessus de 0,050, c'est un potentiel élevé, donc c'est une boule qui aura beaucoup de flair. Ensuite, avec la distance pin PAP, vous allez utiliser toute ou une partie seulement de ce potentiel de flair. Ouais, on part du potentiel de flair théorique de la boule avec son différentiel, qui est Potentiel faible. de départ. Alors, il est évident que si une boule qui a un différentiel qui est faible, même si vous mettez une position pin PAP qui va générer beaucoup de flair, ben, il n'y en aura pas. Bah, il y aura le maximum de ce que peut faire ce noyau. Ouais. Hein. Donc, cette distance pin PAP va exprimer le potentiel de départ de la boule. Utiliser plus ou moins du potentiel de flair de la boule. Euh, donc voilà, ben, écoute, je vais te laisser en parler, GG. Donc là, voilà un équilibrage. Vous avez sur l'image du haut, vous avez le PAP et vous avez le pin, c'est-à-dire l'axe du noyau, qui est assez proche du PAP. Donc en fait, là, c'est, si vous voulez, la boule, elle va se mettre à rouler assez facilement. Hein, le noyau, il ne va pas opposer de résistance à la mise en rotation de la boule, puisqu'on est presque sur l'axe du noyau. Donc vous voyez, elle va être plus stable, elle va rouler plus tôt, et il va y avoir donc un croisement de bandes faibles. Les bandes, elles vont être très rapprochées les unes des autres. Le Mhm. nombre de bandes, c'est vous qui le déterminez par votre lâcher, c'est le nombre de rotations. La distance entre les bandes, c'est le potentiel de flair et le potentiel que vous allez exploiter par la distance pin-PAP. Donc une distance pin PAP très faible. En tout cas, là on voit sur la photo du bas, enfin je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un point rouge et un point jaune. Donc lorsque ce point rouge et ce point jaune sont assez rapprochés, il y a un flair qui va être plutôt faible. Voilà, et la boule, elle va se mettre à rouler très tôt, donc elle va avoir une trajectoire en arc. Hein, elle n'aura pas de crochet final, elle va faire un arc. Et c'est très bien pour jouer sur les villages courts, par exemple. C'est Ouais, bien pour ceux qui ont beaucoup de vitesse ou beaucoup de tilt, hein, qui sont spinners, par exemple. ouais, parce que ça met la boule en rotation rapidement. Voilà. OK. La distance pin PAP de 3 à 4 GG, donc de 3 à 4 pouces. Alors, entre 3 et 4 pouces, c'est la position qui génère le plus de flair, c'est-à-dire qui exploite le maximum de potentiel de flair de la boule. Donc, normalement, c'est 3 pouces, 3 huitièmes exactement. Hein.
Là, l'axe du noyau, vous voyez, il se trouve à 45 degrés par rapport à l'axe de rotation du joueur. Donc ça, c'est une position de flair maximum par rapport à ce qui est capable de donner la boule toujours. Hein. Ouais, donc beaucoup de flair, beaucoup de croisements de bandes par Beaucoup. rapport au potentiel de boule, c'est un différentiel élevé notamment. Le Euh, croisement de et bande va être important, la distance entre les bandes va être plus importante hein, qu'avec le premier équilibrage. Donc là, elles seront très espacées, les bandes, donc ça va générer plus de friction. Donc forcément, ça va consommer de l'énergie un peu plus tôt. Hein, voilà. Et ça convient pour les joueurs qui n'ont pas beaucoup de rotation ouais, et qui ont plus de vitesse que de rotation. Hein, puisque ça va générer de la friction. Parce que si le joueur n'est pas capable de générer de la friction, il faut que la boule, le choix de la boule déjà, la matière, la surface et le potentiel de flair et la distance pin-PRP, que ça génère tout ça, que ça puisse générer de la friction. Donc c'est plutôt pour des conditions de jeu très huilées. Hein. Et ça rejoint un peu la réflexion d'Eric tout à l'heure qui parlait de leverage. Et souvent, quand on faisait le leverage, en fait, ça mettait une position du pin à cette distance 3-4. Et ce qui fait que, en fait, on générait de la friction et une bande de roulement, une boule qui était assez dynamique. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas calculé précisément. Mais par contre, L'huile. euh, moi, j'ai une réflexion par rapport à ça. C'est que ça peut, ça peut nous sembler intéressant de dire, tiens, ben, en fait, c'est ça qu'il me faut comme équilibrage parce que la boule va rentrer, parce qu'il y a beaucoup de flair, donc je vais avoir beaucoup d'impact. Et voilà, sauf que vu qu'il y a du flair et un potentiel de flair qui est augmenté au vu du différentiel, hein, bien entendu, euh, il y a quand même une consommation d'énergie au départ et la boule peut-être va finir moins du fait qu'elle ait de la friction au départ. C'est pour ça qu'il faut, par rapport aux conditions de jeu, il faut faire attention. Et imaginons que vous fassiez ce genre d'équilibrage à un joueur qui a beaucoup plus de rotation que de vitesse, là, vous tuez la boule. Ouais. Et donc la dernière distance, qui va être bien entendu plus éloignée, donc il y a une distance pin PAP de 4 à 6. Voilà, vous voyez que là, le noyau, il est dans une position plus verticale par rapport à l'axe de rotation du joueur. Hein, on voit sur la boule du bas, vous voyez, le PAP est toujours au même endroit et le pin, il se retrouve entre les deux doigts. Donc là, on a encore une position pour un noyau symétrique où on n'a pas beaucoup de potentiel de flair. Hein. Mais par contre, contrairement à la position où le pin était très proche du PAP, la boule, cette fois, elle va glisser beaucoup plus loin. Hein, elle va perdre de l'énergie beaucoup plus tard. Donc c'est intéressant pour les joueurs à vitesse faible, hein, par exemple, ou des conditions de jeu un peu plus sèches. Et là, pareil, réduction de la bande de roulement. Pas Réduction, du potentiel de flair. rapprochement des bandes de roulement. Les Et bandes de roulement réduction, seront aussi rapprochées que dans le premier équilibrage. voilà, et réduction du potentiel de flair. Ouais. Seulement pour les Le boules symétriques. comportement de la boule sera complètement différent. Ok. Alors Ah, là, on arrive sur une. Voilà, c'est là que ça se complique un petit peu par rapport au noyau symétrique qui se trouve à gauche, par rapport au noyau asymétrique qui se trouve à droite. Donc vous voyez que pour la même. Donc vous voyez la partie qui est marquée large. Donc c'est le pin se trouve entre 3 et 4 pouces du PAP. Donc c'est là qu'on a le plus de flair sur la boule de gauche. Par contre, si je fais la même chose sur le noyau asymétrique, vous voyez qu'à partir de un peu avant 3 pouces, je suis déjà en flair maximum, jusqu'à 6 pouces. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose que sur le noyau symétrique. Si je suis près du PAP,
j'ai pas beaucoup de flair au départ. J'ai un flair médium ensuite, entre 2 et 3 pouces. Un flair large entre 3 et 4 pouces. Entre 4 et 5 pouces, je redeviens médium. Et entre 5 et 6 pouces, je redeviens petit. Alors que sur l'asymétrique, c'est pas du tout la même chose. Hein, la plupart des distances de pin, vous voyez, je suis en flair large. Tout à fait. Et plus on s'éloigne du PAP, plus la boule elle perd sa rotation latérale rapidement. Alors c'est bien pour les joueurs qui spinent un peu, hein. Par contre, pour les joueurs qui font rouler, c'est meurtrier, quoi. C'est mortel. Il y a une réflexion de José qui nous dit c'est ce genre d'équilibrage. Donc là, il parle de la distance 3-4, hein, 3-3 huitièmes, que l'on retrouve le plus souvent parce que c'est un standard. Bah non, Et standard justement. non, Il mais faut en fait, un standard. c'est effectivement pas un standard, mais c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et Christophe qui nous dit, on voit ça quasiment tout le temps. Voilà. Ben, observez si les pros ont ce genre d'équilibrage. Alors Ah, on peut trouver ce genre d'équilibrage si on veut bah, tuer la boule pratiquement, quoi. ouais, mais il y a très très peu de pros qui jouent avec une distance pin PAP 3-4. Ouais. Ils sont Alors c'est généralement beaucoup plus loin en fait. soit une petite distance, soit une beaucoup plus longue distance, ouais. Ouais, parce qu'ils veulent garder de l'énergie en fait. C'est souvent. Donc en Euh, fait, pour moi, un perçage standard, pour revenir sur ce que disait José, ça serait plutôt un perçage entre 4 et 5 pouces du PAP. oui, bon, en fait, c'est ce qu'il disait. Il dit, je parlais du dernier équilibrage là. Donc, Ok, c'était celui-là là. d'accord. Je suis d'accord. C'est entre 4 et 5, voilà. 4 et demi, entre 4 et 4 et demi. Ok. Alors voilà, j'ai fait ce petit dessin pour essayer de chasser cette idée qui est difficile à modifier chez la plupart des joueurs, c'est que les joueurs regardent la position du pin par rapport au trou des doigts. Et à partir de cette position, ils disent, bah voilà, il t'a fait cet équilibrage-là. Mais en fait, c'est pas possible parce que l'équilibrage, on ne peut l'analyser que par rapport au PAP du joueur. Ouais. Or, vous voyez sur la boule de gauche, le joueur, il a une bande de roulement qui est assez haute, donc un PAP qui est assez loin des doigts et du pouce. Donc, pour avoir une distance pin PAP de 4 pouces et demi, voilà où se trouverait le pin par rapport à l'annulaire. Maintenant, si vous descendez la bande de roulement, vous êtes semi-spinner, la boule du milieu, pour avoir le même équilibrage, le PAP, le pin, la distance pin PAP est 4 pouces et demi, le pin il se trouve au-dessus du majeur. Et si vous êtes spinner, donc votre PAP il se déplace hein, avec la bande, et pour avoir le même équilibrage de 4 pouces et demi entre le pin et le PAP, vous voyez, le pin il se trouve à gauche du majeur. C'est pas un équilibrage de gaucher, comme on m'a déjà dit. Donc, un pin qui se trouve à gauche des doigts, pour un droitier, hein, je parle, Ouais, c'est possible. c'est pas quelque chose qui est mauvais parce que ça dépend de sa bande de roulement et donc de son PAP. Tout à fait. Ouais. Et c'est pas obligatoirement, effectivement, comme tu dis, un perçage qui est fait pour gaucher. Ok, dernière partie, l'angle val, le vertical axis, et donc l'influence que va avoir l'angle val. Donc on a un angle entre 20 et 70 degrés, donc l'angle minimum de 20 degrés entre cette ligne pin PAP, je rappelle, et la ligne val. Donc c'est cet angle-là. Si cet angle est faible, en fait, ça va entraîner une mise en rotation plus rapide de la boule percée et une réaction la plus rapide au breakpoint, c'est-à-dire plutôt une réaction angulaire. Voilà.
et tout à fait. rapide, et un angle maximum donc de 70 degrés entre la ligne PAP et la ligne val. En fait, ça va entraîner une mise en rotation moins rapide de la boule percée et une réaction en fait plus lente et donc plus douce en fait. Voilà. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais bon, on va pas aller plus loin, hein. Ouais, en fait, ça joue sur la forme de la réaction de la boule au moment de la friction. Oui, puis en fait, suivant l'importance de l'angle val, on tape pas au même endroit dans le noyau, ce qui fait qu'on change pas les caractéristiques dynamiques de la même façon. Ok, et donc là, bah, vous voyez un angle court, un angle moyen, médium de 45 et un angle grand de 70 degrés. Donc ça, après, vous pourrez le calculer chez vous, en tout cas le tracer et le calculer, et ça vous permettra de voir. Alors là, encore une fois, c'est comme le différentiel. C'est-à-dire que si tu as une boule, le premier angle, si tu as une boule avec un différentiel fort, donc là, je parle de la distance pin PAP, pardon, je commençais à être un peu fatigué. Si la distance pin PAP va avoir un impact si le différentiel est fort, là, si le différentiel, est-ce que le différentiel va jouer par rapport à l'angle qu'on va mettre? L'angle C'est une val, question, en fait. L'angle val, ouais. bah, en fait, c'est l'inverse. C'est l'angle val qui va jouer sur le différentiel. Parce qu'il D'accord? Mais, va modifier les RG, donc il va modifier le différentiel de la boule. d'accord. Mais si la boule a très peu de différentiel, ou un gros différentiel. Bah, en suivant qu'on va mettre un grand ou un petit, soit on va augmenter un petit peu le différentiel, soit on va le diminuer un petit peu. D'accord. Donc ça va avoir une influence sur ça. Influence. Ça n'a rien à voir avec la présentation, mais il y a mon petit neveu là qui m'a envoyé un petit message qui suit les lives et lui il fait du ping-pong et D'accord. donc il marque bravo tonton et il dit il devrait faire ce même genre de vidéo pour le ping-pong. Ah, Ouais. bah écoute, Il y a des problèmes de poids avec les balles de tennis de table. ouais, voilà. Et donc, j'essaierai d'aller voir quelqu'un de la fédération et de leur dire qu'ils fassent les mêmes lèvres pour toi. Merci du petit message, coucou. Euh, une question de Claude, qui essaye voilà, qui dit comment mesurer les angles chez soi sans prosecte. Bonne question, donc on va vous montrer. On a réfléchi, bien sûr, pour vous aider et pour pas que vous soyez obligé d'acheter un Prosect, hein, que ça coûte quand même des sous. Donc, Voilà. préparez un petit truc que vous pouvez faire facilement chez vous. Donc, l'idée, c'était de vous présenter le double angle et de vous montrer les caractéristiques et quel impact ça va avoir sur la réaction de la boule. Et après, bien entendu, on va pas vous laisser comme ça. On va vous donner un petit peu de travail à faire. Il y a pas de raison que nous qui travaillerons. Donc, on va vous donner les moyens en fait d'aller le faire chez vous. En plus, vous avez le temps en ce moment. Enfin, vous avez le temps. Je me Oui, comprends par rapport au fait que les bowlings soient fermés. ouais. Une remarque de Jean-Marc qui nous dit quel est l'angle val qui change le moins les caractéristiques de la boule? Bah, c'est l'angle du milieu, quoi, je dirais. Le moyen, ouais, le médium. C'est-à-dire que si on met une boule, le premier angle médium, le deuxième angle à 5, on va dire, la distance pin PAP à 5 et le deuxième angle médium, ça va nous donner quelque chose qui peut être bon pour une boule de référence, par exemple. Après, 50-50, 50 Voilà. par 5 par 50. Ouais. Ouais, Ça ouais, peut être une bonne boule de référence, par exemple. ouais, ouais. Ok. Enfin, moi, je ne mettrais pas 5 de distance pin PAP, hein, pour la boule de référence, mais je mettrais plutôt 4 ou 4,5. Hein, mais là, je chipote, hein, mais Oui, après, c'est comme tu dis, c'est une soupe en fait. Hein, c'est la cuisine. c'est de la cuisine par rapport, parce que après il y a la surface aussi. Alors, la petite synthèse pour le système double angle. Donc, bon, l'intérêt, je vais le mettre en grand, c'est de permettre
au perceur d'obtenir avec précision la réaction de la boule recherchée en fonction du jeu du joueur et des conditions de jeu. Et à vous aussi de mieux connaître en fait ce que vous avez dans votre arsenal et les comportements que peut avoir la boule sur la piste. Et donc l'adaptation va se faire avec le système double angle grâce à 5 paramètres. Donc l'angle de perçage, la distance pin PAP, l'angle val, et on le verra sur le prochain live, la somme des deux angles, quelle influence ça va avoir en termes de réaction, et le ratio des deux angles, quelle influence ça va avoir en termes de réaction sur la piste. Et donc maintenant, eh ben, ça va être à vous de jouer et donc de répondre à la question de Claude et certainement la question de la plupart d'entre vous. Donc ça va être à vous de jouer et de le faire chez vous. Donc ben, l'idée, c'est comme on n'a pas de Prosect, donc le Prosect, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil là qui est fait exprès pour calculer les angles. Donc c'est un outil qui coûte un petit peu d'argent et qui est spécifique au bowling. Mais vous pouvez créer votre propre rapporteur d'angle, notamment pour préparer le 22e live qu'on va faire ensemble. Donc vous allez sur Internet et puis GG après va vous montrer. Vous tapez rapporteur d'angle sur Internet, choisissez le rapporteur MAPED, M-A-P-E-D, et vous cliquez sur le rapporteur. Donc, soit après, vous l'importez sur un fichier Word, vous l'imprimez, et après, vous pouvez le découper, et donc, il va vous servir. Là, la photo, elle cache, on s'en était pas aperçu, mais elle va vous servir à mesurer les angles de perçage et les angles val. Voilà. Utilisez un mètre de couturière pour mesurer la distance PIN, PAP et GG va vous parler du mètre de couturière et vous prévoyez une règle souple ou un crayon gras en tout cas pour pouvoir réaliser les traçages. Donc, est-ce que tu peux nous montrer, GG, je vais revenir sur toi. Voilà. Voilà, vous allez avoir, si vous cliquez, si vous tapez rapporteur d'angle, vous voyez MAPOD en bas là, voilà, vous cliquez sur celui-là, donc vous l'imprimez sur une feuille 21-27, vous le découpez, voilà, vous voyez, il est souple, hein. Et avec ça, donc, vous pouvez le mettre à la surface de la boule. Hein, vous vous servez bien sûr du point zéro ici, là. Hein, et vous pouvez ensuite mesurer les angles sur la boule. C'est aussi simple que ça. Alors après, le mètre de couturière, hein, c'est un outil que j'ai toujours avec moi. Donc, vous voyez, d'un côté, hop, je vais le mettre à l'endroit, c'est en centimètres, et de l'autre côté, c'est en pouces. Alors méfiez-vous parce que il y en a qui sont que en centimètres, hein. Mais la plupart, donc ça coûte 2 ou 3 euros, hein, un mètre de couturière. Vous trouverez ça dans les supermarchés, dans le rayon couture, hein, tout simplement. Voilà, avec ça, vous pouvez mesurer les angles et vous pouvez mesurer la distance pin-PAP. Si vous ne trouvez pas un mètre de couturière en pouces, on vous a préparé un tableau. Ouais, on a pensé à tout. J'ai dit à GG, faut que tu me fasses un tableau de conversion de centimètres en pouces si jamais dans les rayons on n'arrive pas à trouver en Vous pouces. voyez, 10 cm,3, c'est 4 pouces, un 16e, et ainsi de suite, hein. Vous avez le tableau complet. Et comme ça, vous pourrez déterminer quel genre d'équilibrage vous avez sur vos boules. Ouais, bah c'est parfait. En fait, voilà, j'essaye de toujours de piéger GG, j'y arrive pas en fait. Et donc je lui dis, GG, moi j'ai pas de prosect à la maison, moi je suis joueur lambda, j'ai pas de prosect, comment je fais pour calculer mes angles? Débrouille-toi pour que sans prosect j'y arrive. Donc il a cherché, il a trouvé ça sur Internet et il a fait un outil qui est formidable, voilà, Ça et, coûte pas cher. et qui coûte pas cher et puis qui va vous permettre. Alors on va pas vous donner la méthode, hein, comment faire, on va vous laisser d'abord explorer et puis essayer de calculer vous-même vos angles. Bon, la distance pin PAP, ce sera pas trop compliqué pour ceux qui connaissent leur PAP, bien entendu. Mais vous pourrez déjà noter sur votre fiche d'Arsenal la distance pin PAP. Et puis si vous savez, si vous avez trouvé à calculer, S'ils ont le PAP. oui c'est ça, ouais, s'ils ont le PAP, ouais.
Et bon, après, vous pouvez vous inventer un PAP hein, si vous voulez. Mais bon. Après, il Oui, y a Claude qui nous dit, sans faire de publicité, les mètres Ikea sont en pouces. d'accord. Euh, voilà. Mais il faut que ça soit souple, hein. Ouais, il y a José qui nous dit, il faut aller chez Decathlon, il y a des règles de mesure en papier. Je ne savais pas. Très bien, merci. Euh, voilà. Euh, c'est terminé. C'était passionnant. Merci. CG, Hein? on n'a pas parlé du CG. La question Si, qui on est... a vu. Ah, Ah, mais ah bah après, si tu as d'autres précisions, c'était pour expliquer, si tu veux, que le CG n'avait pas d'incidence qu'il soit à gauche ou qu'il soit à droite. C'est pour ça on vous a montré aussi la vidéo et lui lancé là sur la piste pour vous montrer que en fait, il n'y avait pas d'incidence. parce que ce que je voulais leur faire voir, c'était ça. Ah, ben voilà, mais t'en veux encore autre chose. C'est que tu veux pas lâcher l'affaire comme ça. Alors attends, je vais te mettre en grand. Voilà un petit croquis, voilà, avec un noyau, donc le pin, le CG, hop. Et en fait, ça, c'est le CG qui est repéré à la surface de la boule. En fait, le CG de la boule, il n'est pas là. Le CG de la boule, il est au milieu, très près du centre géométrique, vous voyez. Et donc, si on tire une droite entre le centre géométrique et le CG, bah, on arrive à ce point en surface. Mais vous voyez que le CG, il est très proche du centre géométrique. Ce qui fait qu'une fois que la boule est en rotation, le bras de levier là que ça génère, il est très faible. Hein, c'est des fois quelques dixièmes, voire un millimètre. Donc ça a pratiquement pas d'influence en dynamique une fois que la boule est en rotation. Ça n'a d'influence qu'en statique, c'est-à-dire quand on met la boule sur un équilibre, sur une balance. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, c'est pour bien faire comprendre que le CG qui est positionné sur la surface de la boule, c'est pas le bon emplacement en fait, hein. On croit que quand on le décale, le Derrière. décalage est nombreux, mais en fait, comme c'est le centre géométrique, en fait, il bouge pas beaucoup, quoi. Et donc, comme tu dis bien clairement, c'est que le levier, en fait, il bouge très peu, quoi. Alors, il y a 30 ans, ça avait, ou 40 ans, ça avait de l'importance, bien sûr, hein, puisque on pouvait jouer sur la réaction des boules uniquement en déplaçant le CG vers le bas, vers le haut, à droite ou à gauche, hein, suivant qu'on était droitier ou gaucher. Et après, des fois, on faisait même un trou d'équilibrage à l'arrière de la boule pour augmenter le top weight. Et on faisait lancer la boule d'abord pour voir où la bande de roulement est passée, et puis on faisait le trou en dehors, bien sûr, de la bande de roulement. Donc, mais aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Aujourd'hui, les noyaux, ils ont des caractéristiques dynamiques, et donc ça l'emporte complètement sur les caractéristiques statiques du noyau. Ok, je ne sais pas si on peut conclure sur cette fin, mais en tout cas, c'est la fin de notre live de ce soir. Merci pour tout. Alors, quelques réflexions. Il y a Christophe qui nous dit, vous êtes géniaux, j'ai appris plein de choses. Live sponsorisé par Maped, cool. Thierry qui nous dit merci et bravo pour votre live et qui nous rajoute cela va nous aider à expliquer aux joueurs, ils auront plus confiance. Voilà. C'est un de nos objectifs hein, pour les instructeurs, de mieux comprendre, même si on en a parlé déjà pendant les formations d'instructeurs, mais c'est toujours mieux de faire passer une deuxième couche. Tout à fait. Il y a Philippe qui nous dit après Maped, une idée MAPA pour la vaisselle. GG, c'est Maître Yoda, tu peux pas le piéger. Ouais, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Je suis persistant. Je vais trouver un truc dans la psychologie ou la pédagogie, vous allez voir. Martial qui nous dit vivement que les bowling grooves, ben effectivement, effectivement, ça donne envie, hein, c'est d'expérimenter et de chercher. Ida qui nous dit merci pour votre engagement et de vous décarcasser pour nous, c'est vous, hein, et merci à vous, hein.
Il y a José qui précise quand même que c'est ton dessin que tu as fait, c'est une ampoule dans un abat-jour et qu'il faudrait prendre des cours de dessin. Ouais, Bravo tonton et bravo au professeur GG. Merci encore pour les explications. Merci Nicole. CG, c'est qu'est-ce qu'il a mis? CG, c'est compétent Gérard. Voilà. wow. CG, compétent Gérard. Euh, Trop bien, vivement le 4 pour la suite. Alors, Jean-Louis, je passe bonjour à Jean-Louis. Un grand merci, Eric Gérard, pour toutes ces explications précises. Merci, merci, merci vous deux. Salut Christian, Jean-Luc. J'espère que vous avez effectivement tout compris. Il y a, tac, 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 ça, Fabrice, c'est super comme d'hab. Bon grattage. Oh, ben dis donc. Ah, ben, je suis content qu'ils soient encore là. Il y a Fabrice Rosada, Ouais. Jean-François Ruiz. Sur Live, merci pour le temps. Mon grattage de tête. Patrick qui dit ouais, j'ai tout compris sur le EC et le GG. Ok. L'énergie cinétique, ouais. Ouais. Je me repasse après un repas équilibré. Ah bah, merci pour tous vos messages, ça fait super plaisir. On va laisser suspense parce que le prochain rendez-vous, donc jeudi prochain, moi je serai sur la route. J'ai quelques livraisons à faire, notamment sur le kit Bowling Campus dans les régions. Et donc, je vais pas pouvoir participer. Donc, on se retrouve le jeudi 4 février 2021, déjà le mois de février, donc avec la partie 2 des équilibrages. Donc, ça vous laisse le temps, en tout cas, de réviser, déjà d'une part, et puis d'expérimenter chez vous. Voilà, si vous avez une imprimante, si vous pouvez l'imprimer, si vous pouvez faire du découpage, faire du traçage, donc c'est atelier découpage, traçage, et puis calculer premier angle. Ça va peut-être que ça va vous mettre dans la difficulté, mais en tout cas, c'est en faisant des erreurs qu'on progresse et ça va vous faire avancer dans la logique. Et après, quand GG va vous montrer où est-ce qu'il faut positionner le point zéro pour calculer l'angle, tout ça, ça va être, vous allez voir, hyper facile et après, vous allez vous régaler. Et Voilà, comme donc ça. Et donc, après, l'objectif aussi, c'est de vous donner une nouvelle feuille d'Arsenal sur laquelle vous pourrez aussi noter, en plus de tout le reste, les équilibrages. ouais, tout à fait. Et puis, je vous rappelle, donc, la page YouTube, vous pouvez revoir en replay ce live et ou ces lives sur la page Facebook, sur la page formation FBSQ. Vous pouvez même mettre vos commentaires, revoir en replay également. Merci d'avance pour les petits commentaires. Le livre bowling pour ceux qui ne l'ont pas. Donc là, vous avez toutes aussi des informations, notamment entre autres celles qu'on passe dans le live. Alors pas toutes, mais c'est beaucoup plus, bien entendu, détaillé dans les lives. Mon contact avec mes deux adresses mail, l'adresse mail à GG et bien entendu son site bowlinganalyse.fr où là vous allez trouver une tonne d'informations, que ce soit technique, tactique, psychologique, matériel, etc., etc. Et vous pouvez même, je crois, il doit y avoir un chat, mais en tout cas, il y a son mail si vous avez des questions. Il marche plus. Donc, Ah si vous bon, pouvez je vais écrire, demander son mail. moi sur mon mail, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Merci à toutes, merci à tous. C'était encore un bon moment avec vous. Vous allez nous manquer pendant ces 15 jours, mais on pense fort à vous et puis vous allez travailler, j'espère. N'hésitez pas à envoyer si vous essayez, si vous avez des petits soucis ou si vous avez trouvé, ben, envoyez-nous vos coordonnées en fait, hein, l'angle de perçage, l'angle val et la distance pin PAP, ça nous fera plaisir. En tout cas, merci, c'était chouette. Merci GG pour le travail qu'on a fait et ton savoir et ta science. Bonne soirée à toi. Un petit, Et on se fait plaisir, hein. bah oui, on se régale. Le principal, c'est que tout le monde y prenne plaisir. On se régale. On pourrait rester là encore 1 heure, 2 heures, 3 heures à parler. On aurait encore plein de choses à dire. Mais on va être obligé de se quitter parce que l'air de rien, l'heure tourne et c'est l'heure de l'apéro. Voilà. Ouais.
Bon, ben, bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci GG. À bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Salut. Salut. Ciao.